OK. Je crois qu'on va commencer. On a perdu assez de temps. Je m'excuse pour tout ça. Nous allons essayer de débattre sur ce thème. Prépare ton emploi dès la première année universitaire. Je sais que vous pensez que c'est magique, mais c'est possible. Il suffit que vous passiez par des organisations personnelles et que vous-même vous planifiez et vous allez voir que c'est possible. Mais avant, on entend souvent parler que les universités sont en train de fabriquer des chômeurs, surtout les universités guinéennes. Et on le dit souvent, et donc on ramène la faute ici aux universités. C'est que moi je dis que ce n'est pas vrai, puisque ce n'est pas le cas. Les universités ne sont pas en train de préparer des chômeurs. Mais vous savez quand même que chaque année, pratiquement, il y a plus de 50 000 diplômés chaque année. Et parmi ces diplômés, il y a généralement 1% qui gagnent du travail. Chaque année, le nombre de diplômés, il n'y a que 1% qui gagnent de l'emploi. Donc, nous nous posons la question. C'est ce qui fait que les gens ramènent tout ça au niveau des universités en disant que c'est les universités qui ne font pas bien. Alors, si ce n'est pas les universités, c'est où le problème? C'est ce que nous allons voir ici. Nous allons en débattre. Je vous prie de prendre des blocs-notes, c'est-à-dire des notes à côté, puisque vous posez des questions. Écrivez vos questionnaires, vous ne posez pas vocalement, s'il vous plaît. Voyons voir la cause. La cause principale, c'est quoi? D'abord, il y a le manque d'information. Manque d'information sur quoi? Sur les métiers d'avenir. Les jeunes, les étudiants ne sont pas du tout informés sur ça. Ils ne savent pas, pratiquement, ils savent pourquoi ils vont à l'école, mais ils ne connaissent pas la différence entre des métiers et quel est le métier qui est un métier d'avenir dans 3 ans ou dans 4 ans, ou quel est le métier qui sera, en tout cas, à la fin de sa formation, sollicité par des entreprises. Donc, du coup, vous pouvez voir un étudiant qui peut faire une formation dans un métier durant 3 ans ou 4 ans, et à sa sortie, personne n'a besoin de lui. Le deuxième cas, les gens ne comprennent pas comment fonctionne le système LMD. On entend LMD, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Comment est-ce que les cours sont donnés, comment est-ce que les élèves doivent faire des recherches et comment est-ce que les notes sont obtenues. Les élèves ne font pas la différence, les étudiants plutôt, ne font pas la différence entre des formations qualifiantes. Si vous prenez une formation, est-ce qu'elle est vraiment qualifiante ou non? C'est des questions. En tout cas, c'est des informations qui manquent au niveau des étudiants. Et quand vous prenez au niveau des entreprises, vous voyez un étudiant qui fait, par exemple, la comptabilité, mais il ne sait pas quelles sont les entreprises qui ont besoin, par exemple, d'un comptable et à la fin de ses études. Est-ce qu'après 3 ans, les entreprises voudront recruter un comptable ou pas? Tout ça, il ne connaît pas. Donc, c'est des informations qu'il n'en a pas. Il se met tout simplement de se former. C'est comme si tu avançais les yeux fermés. Tu ne sais pas où tu vas. Il y a également d'autres causes. Toujours avec le manque d'information. Vous me recevez? Parfait. Nous avons les parcours scolaires et professionnels. Les gens ne connaissent pas. Il se peut que, par exemple, il dit que moi, je veux être un informaticien, mais il ne sait pas quel parcours suivre. Et ça, c'est un problème. Si vous ne pouvez pas faire la liaison entre le parcours scolaire et le parcours professionnel, ils ne connaissent pas les défis du marché d'emploi. Ils se lancent tout simplement à faire des formations. Oui, moi, je vais à l'université. Oui, je suis étudiant, je me forme. Mais après, c'est quoi? Le diplôme qu'il va obtenir, ça va lui donner quoi sur le marché d'emploi? Ils ne connaissent pas également la différence qui existe entre les types de diplômes. D'ailleurs, il y a combien de types de diplômes? Il y a les diplômes de BTS, il y a les diplômes de CAP, il y a les diplômes de licence, il y a les diplômes de master. Tout ça, il ne connaît pas. Par exemple, s'il veut un poste donné, il ne sait pas quel est le poste, c'est-à-dire quel est le diplôme qui lui permet d'avoir ce poste-là. Lui, il va tout simplement aller à l'école, il va commencer à apprendre, et puis il va faire 3 ans là-bas, il va sortir. C'est à la sortie, il a déjà fait ses remises de diplôme, il a remercié tout le monde. En ce moment, une question traverse son esprit et il dit, mais
qu'est-ce que je vais faire? Après la remise des diplômes, quelle est la suite? Justement, ce sont ces questions qui se posent aujourd'hui beaucoup d'étudiants. La deuxième cause, c'est quoi? C'est les manques d'objectifs. Les étudiants n'ont pratiquement pas d'objectifs. Quand je dis objectifs, c'est des objectifs qui sont liés à leur formation. Par exemple, ils n'ont pas de projet d'études. Aujourd'hui, tu prends un étudiant dans la rue bien sapé, il te dit même qu'il est en 3e année, mais après, tu lui poses la question, tu dis, mais monsieur, est-ce que vous avez un projet d'études? Il te posera la question, c'est quoi un projet d'études? C'est bizarre. Ils n'ont pas de projet professionnel. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils n'ont aucun plan, c'est-à-dire un plan d'action. C'est-à-dire le plan qui lui permet de faire ses cours, sa formation. Il se dit, par exemple, cette année, je vais me former comme ça, et voilà ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que je vais faire. Et à la fin de l'année, est-ce que j'ai vraiment réussi mon année ou pas? Les étudiants ne font pas du tout de recherche. Ils sont tout le temps connectés, mais ils ne font pas de recherche. Pour eux, la connexion n'est pas bonne, mais ils sont toujours sur WhatsApp, Messenger, TikTok et tout ce qu'il faut. Ils font des journées tous les jours, mais ils ne font jamais de recherche en ce qui concerne leur métier, en ce qui concerne leur formation. Pratiquement, si vous prenez exemple les étudiants de Symphonia, ils viennent 2 jours dans la semaine et après 4 jours, c'est-à-dire pour eux, c'est pour se reposer. Pourtant, c'est le système LMD qui a imposé ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont 2 jours pour rencontrer les professeurs et les 4 autres jours pour faire autre chose, c'est-à-dire faire des recherches, par exemple, ou faire autre formation, parce qu'il ne peut pas avoir toutes les compétences à l'université. J'espère que vous me recevez. Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement à partir de la conversation. Parfait. Le souci principal des étudiants aujourd'hui, c'est être inscrit dans une université et avoir les notes, et cela par n'importe quel moyen. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, quand tu demandes à un étudiant, oui, mais est-ce que tu es en session? Il dit non, Dieu merci, je ne suis pas en session. Il ne va jamais demander, mais est-ce que ce cours-là va me servir dans l'entreprise un jour? Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il est inscrit dans une université et il a sa note. Ce qui est vraiment très bizarre. Maintenant, on se pose la question, comment faire pour avoir un emploi après votre diplôme? C'est de ça qu'il s'agit. Puisque quand vous terminez votre formation, vous avez votre diplôme, vous avez remercié tout le monde. Merci, 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 merci. Vous prenez des photos, vous publiez, mais après, c'est quoi la suite? Est-ce que vous vous posez ces questions? Puisque après le diplôme, vous allez déposer à la maison. Mais après, c'est vous qui sortez sur le terrain pour dire que je veux un emploi. Mais quand vous avez une relation, par exemple, et que cette personne vous envoie en entreprise, pratiquement, vous faites une semaine, c'est comme si vous n'avez jamais été à l'école. Après, vous allez nous sortir l'histoire pour dire, écoute, moi, pratiquement, je n'ai jamais fait de pratique, je n'ai appris que la théorie et tout ce qu'il faut. Et l'employeur n'en a pas besoin. Il veut quelqu'un qui veut apporter quelque chose à son entreprise, pas quelqu'un qui lui donne des excuses. Dans ce cas, voyons voir qu'est-ce qu'il faut faire. On va énumérer ensemble les étapes à suivre. Je crois que vous allez noter. La première des choses que vous devez faire, c'est d'abord vous informer sur les formations et métiers d'avenir. Essayez de vous informer sur ça. La deuxième des choses, identifiez les entreprises qui recrutent pour le métier de votre choix. Si au premier, vous vous informez sur les formations et les métiers, vous choisissez un qui vous correspond vraiment, identifiez maintenant les entreprises qui se trouvent dans votre pays qui peuvent vraiment avoir besoin de vous au bout des 3 ans. La troisième des choses, élaborer un projet d'études et un projet professionnel. Ce n'est pas facile à le faire, mais si vous vous donnez, vous allez voir, vous pouvez le faire vous-même. Et le quatrième point, il faut mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action doit être fait à partir de, bon, ça peut être annuel,
Ça peut être 6 mois. Ça dépendra de vous, en fait, de votre organisation. Mais il faut que ce plan soit vraiment, vraiment opérationnel. Il ne s'agit pas de le mettre sur papier et puis c'est tout. On dit, bon, moi j'ai un projet d'étude, moi j'ai un projet professionnel, et puis j'ai un plan d'action, mais après c'est tout. Non. Quand vous mettez ce plan, il faut que ça soit vraiment opérationnel. Il faut que ça soit votre routine, que vous le suivez à la lettre. Quand on dit s'informer sur les formations et les métiers d'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de faire des recherches avancées sur des formations qualifiantes et des métiers d'avenir, les tendances et l'évolution du poste visé dans les années à venir, les compétences requises, le degré de diplôme requis, le salaire minimum. Tout ça, c'est important. C'est de ça va partir votre motivation. D'abord, quelles sont les tendances de ce métier que j'ai choisi? Prenons un exemple. Celui qui a choisi être comptable. Il faut d'abord qu'il se renseigne, oui, être comptable, c'est quoi ces tendances? Le poste là évolue comment? Et quand je suis comptable après 5 ans, qui je peux être? Quelles sont les compétences qu'il me faut pour être un comptable? Quels sont les diplômes que je dois avoir pour être un responsable comptable? Et quand je serai employé, quel est le salaire que j'aurai? Vous devez vous poser toutes ces questions. Ensuite, choisir le métier qui vous correspond et qui vous passionne en fonction de votre profil et de vos aptitudes professionnelles. Quand on parle des aptitudes professionnelles, quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, les maths, qui n'aime pas faire les calculs, ne peut pas prétendre à être comptable, puisqu'à tout moment, toi, tu es là à faire des calculs. Et en comptabilité, moi, je pense que les comptables, il faut calculer, hein? Il faut calculer. Deuxième, identifier. Faire un inventaire sur les entreprises qui s'intéresseront à ce métier dans les années à venir. Qu'est-ce qu'il faut? Déplacez-vous, allez-y vers les entreprises, rencontrez les services des ressources humaines. Puisque après votre formation à l'université, c'est eux qui vont vous recruter. Allez-y vers eux, rencontrez-leur, demandez-leur. Vous voulez être un comptable? Ah bon? Moi, je veux être comptable. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'en 3 ans, vous aurez besoin d'un comptable? Posez toutes ces questions. Il vous donnera certainement des informations qui vous aideront beaucoup. Trouvez une personne qui travaille dans cette entreprise ou ailleurs, mais que cette personne, il fait le métier que vous voulez. Posez-lui des questions. Comment il travaille? Est-ce qu'il aime son travail? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il a eu des difficultés? Il va vous partager son expérience. Certainement, vous allez découvrir quelque chose que vous ne savez pas et qui va vous aider à établir très bien votre projet d'étude. J'espère que vous me comprenez, hein? Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, nous entendons. Parfait, ça marche. Allô? OK, on avance. Vous Maintenant, entend. l'élaboration d'un projet d'étude est un projet professionnel. Maintenant, parlons-en. C'est quoi un projet d'étude? Le projet d'étude, c'est quoi? Il s'agit du parcours académique que vous devez suivre. Supposons que vous êtes à l'université. Votre projet, c'est quoi? Vous allez vous inscrire dans quelle université? Vous allez vous faire quelle formation pour obtenir quel diplôme? Quelle formation dois-je suivre? Ça, c'est la première question. Quelle formation dois-je suivre? Ce n'est pas parce que l'État vous a orienté en philosophie que vous êtes obligé d'aller en philosophie. Si l'État ne veut pas que vous étudiez dans les universités publiques, dans la formation que vous voulez, mais vous pouvez vous payer une formation, puisqu'il s'agit de votre avenir. Et vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université. Vous pouvez trouver une formation professionnelle, mais qui répond à votre projet d'études. D'ailleurs, les formations professionnelles, c'est mieux. Dans quelle université? Institut dois-je me former? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans n'importe quelle université. Il faut trouver une université que dès que vous présentez votre diplôme, on dit waouh, non, c'est bon, vous pouvez le prendre. Pour combien de temps? Quelqu'un qui choisit médecine, par exemple,
il sait qu'il n'a pas 5 ans. Il ne peut pas faire 5 ans de formation, mais choisir médecine. Ça veut dire qu'il s'est condamné lui-même. Donc, faire votre projet d'étude, il s'agit de considérer tous ces paramètres. Vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous vous posez ces mêmes questions-là et vous essayez de les répondre. En les répondant, vous allez établir votre projet d'étude. Est-ce que le diplôme dans lequel, dans la formation dans laquelle je m'inscris, c'est 3 ans? Oui, ça me convient. Et après cette formation, j'aurai quel diplôme? Et est-ce que ce diplôme me permettra d'être responsable dans une entreprise avec ce poste? Il faut penser à tout ça. Vous voyez? Donc, les 4 points sont: quelle formation dois-je suivre? Dans quelle université dois-je me former? Pour combien de temps? Et pour avoir quel diplôme? Des questions que vous vous posez personnellement et vous les répondez vous-même. Personne ne répond à ces questions à votre place. Venons-en au niveau du projet professionnel. Un projet professionnel peut être défini comme l'objectif que vous visez dans le monde professionnel. Quand on dit monde professionnel, directement pensez au marché d'emploi. Dès que vous commencez à travailler, vous êtes dans le professionnel. Donc, les stratégies que vous mettez en œuvre pour les réaliser. Parce que là où finit le projet d'études, c'est là où commence le projet professionnel. C'est-à-dire, vous définissez le projet d'études, c'est comment vous allez étudier. Et jusqu'à ce que vous obtenez un diplôme. Dès que vous obtenez ce diplôme-là, vous rentrez carrément dans le projet professionnel. Donc, un étudiant, pendant qu'il étudie les 3 ans qu'il étudie, il est dans son projet professionnel, dans son projet d'études plutôt. Et quand il va finir, il a fait ses remises de diplôme et tout ce qui s'ensuit, là, il va rentrer maintenant dans le projet professionnel. Dans ce cas, il est important de faire votre projet professionnel en étant déjà en classe. Dès la première année, vous pouvez le définir. Ce projet doit vous amener à mettre en adéquation vos souhaits professionnels, vos aspirations personnelles, vos capacités et vos actes de progrès, afin de concevoir un projet digne de nom, digne de vous, digne de métier que vous voulez faire. Donc, c'est un travail qui vous demande vraiment beaucoup d'attention sur vous-même. Des évaluations. Vous regardez d'abord des personnes, parce que quand moi je veux être informaticien, par exemple, il faut que je cherche quelqu'un qui a fait l'informatique et qui est informaticien. Il faut que je discute avec lui. Monsieur, c'est comment? Je vois que vous êtes épanoui avec votre formation, c'est votre métier. Est-ce que ça va? Moi, je veux faire ça. Vous comprenez? Donc, ce sont des enquêtes. Vous me recevez? Oui, maintenant, c'est bon, je vous reçois. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Ça, c'est des enquêtes personnelles que vous devez faire. Personne ne peut le faire à votre place. Vous-même, vous le faites. Voici les étapes pour faire votre projet professionnel. Le premier, fixez et rédigez vos objectifs. Plus ils seront clairs, plus ils vous amèneront à la solution. Donc, ne faites pas dire, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Les personnes qui disent généralement, moi je vais tout faire, c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas tout faire. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Le deuxième point, listez les démarches. Pour chacun de vos objectifs, définissez toutes les démarches nécessaires. Ne minimisez absolument rien du tout. Prenez tout en compte. Ensuite, vous devez considérer votre rétro-planning. Validez-le. Et tout moment, vérifiez-le, voire pour le revalider à tout moment. Et réalisez votre marketing personnel. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais quand vous terminez les études, vous venez en entreprise, vous vous vendez et l'entreprise vous achète. Si par exemple vous êtes employé dans une entreprise, on vous paye par mois. Et cela, on vous paye tant que vous travaillez. Il faut que vous fassiez votre marketing, vous-même, votre personne. Cela intervient votre CV, votre parcours et tout ce qui s'ensuit. Donc, ne vous minimisez pas. Travaillez sur votre persona.
c'est-à-dire travailler sur votre personnalité. Vous n'avez pas besoin d'aller d'acheter des costumes de 5 millions ou des costumes même de 1 million, même de 500 000. Habillez-vous simple. Mais vous, c'est-à-dire intellectuellement, que vous soyez vraiment au top. Nous allons en parler du plan d'action. Généralement, vous avez entendu parler du plan d'action, mais ici, on va se concentrer uniquement sur les plans d'action basés sur votre formation et sur comment vous allez réaliser vos 3 ans ou vos 4 années de formation à l'université. Donc, le plan d'action, en général, il s'agit de définir une stratégie à appliquer pour arriver à un résultat voulu. Vous comprenez? Maintenant, c'est comment vous allez établir votre plan durant, si c'est votre formation, c'est 3 ans, ou 2 ans, ou 5 ans, ça dépendra de votre projet d'études. Si vous voulez, quelqu'un qui veut, par exemple, faire une formation de master, il a d'abord besoin de faire une formation en licence qui est 3 ans, après faire une formation en master qui est 2 ans, ça lui fait 5 ans. Vous devez établir un plan d'action que vous allez répartir par an. C'est-à-dire, chaque année, vous vous fixez des objectifs à atteindre, qui se trouvent ici dans votre projet d'études, bien sûr. Je vais vous montrer les étapes d'élaboration d'un plan d'action qui est vraiment efficace. La première des choses, définissez vos objectifs annuels. Chaque année, il faut que vous ayez un objectif à atteindre. Dès que vous terminez, on dit, bon, cette année, c'est fini, on a fini, j'ai fini la première année. Faites une auto-évaluation pour voir est-ce que j'ai atteint vraiment mes objectifs de l'année. C'est comme ça que vous allez savoir si vous avez réussi. Il ne faut pas dire, ah, est-ce que j'ai eu la note? Est-ce que je ne suis pas parti en session? Malheureusement, c'est ce que les étudiants font. De côté, les notes, puisque les notes, c'est important les notes, je suis d'accord. Mais après, quand vous arrivez dans une entreprise, est-ce que l'employeur va vous demander, vous avez eu combien en physique? Vous avez combien en chimie? Vous avez combien en macroéconomie? Il ne vous dira jamais ça. Il vous posera une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont vos compétences? On ne parlera jamais des notes à ce niveau. Deuxième étape, listez les différentes actions à mener chaque année. Chaque année, vous devez les lister et les suivre. Il ne s'agit pas de les lister tout simplement. Bon, moi, j'ai listé et puis je colle dans ma chambre, c'est fini. Non. Vous devez les suivre. Ça doit être une routine pour vous. Étape 3, déterminer les personnes ressources. Il faut toujours avoir des personnes à côté de vous. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un prof, ça peut être le chef de département, ça peut être même le recteur, ou ça peut être une personne. Ça peut être votre papa, votre maman, mais des personnes qui vous permettent ici de réaliser votre projet. Il faut toujours être avec ces gens-là. Des mentors, des coachs, tout ce qu'il faut. Puisqu'à des moments donnés, vous pouvez vous sentir perdu et il faut ces personnes pour vous réorienter, pour vous recadrer. Ensuite, le point 4, détailler la mise en œuvre des actions. Tout ça, c'est votre travail personnel. Maintenant, fixez la période de réalisation de chaque tâche. Quand on est étudiant, généralement, moi, par exemple, je peux me fixer l'objectif d'une année, c'est-à-dire le plan d'action, je le fais en une année, mais je sais que chaque jour, voilà ce que je fais. Et après chaque semaine, et après chaque mois, ce qui me ramène à 6 mois et ce qui me ramène à une année. Quand vous vous fixez un objectif, par exemple, vous donnez une année, mais il faut scinder l'année en 12. Après, il faut scinder le 12 mois là. C'est-à-dire, vous prenez 30 jours dans le mois, vous scindez en 30. Après, vous prenez une journée, vous scindez une semaine, vous scindez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pour que chaque jour, vous fassiez quelque chose qui vous envoie vers la réalisation de votre projet d'étude. 6e, ajouter des critères de réussite. Ça va vous permettre de savoir est-ce que vous avez réussi ou pas. Ce sont des critères qui vous permettront de faire l'auto-évaluation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre auto-évaluation. Après ce webinaire, j'invite tout le monde à faire cette auto-évaluation. Certainement, depuis que vous avez commencé à étudier, vous avez eu à rencontrer beaucoup de choses. Faites votre auto-évaluation pour voir à quel niveau vous êtes.
Regardez un exemple de plan d'action que je vais partager avec vous. À ce niveau, on dit l'année 1, c'est-à-dire je fais la première année. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre pour la première année? En plus de mes cours, bien sûr. Je me donne l'objectif de maîtriser l'informatique de base, à savoir maîtriser un système d'exploitation. Ça peut être Windows, d'ailleurs c'est le plus utilisé. Et ça peut être maintenant après les Microsoft Office, Windows, Word, Excel, PowerPoint, et, oui, Access, et tout ce qui... Ça dépendra de votre métier. Vous allez apprendre l'informatique de base. La première année, vous devez le maîtriser. Ensuite, faites tout pour que vous ayez au moins 50% en anglais. Que vous ayez la possibilité d'écrire un mot, de lire n'importe quel mot et de communiquer au moins, même si vous blessez. Essayez quand même de communiquer avec quelqu'un en anglais sans problème. Vous n'êtes pas obligé de faire à 100% ou même 50%, ça suffira. Vous comprenez? Donc, la première année, vous allez vous donner l'objectif de maîtriser l'informatique de base et l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, il y a des étudiants sortants qui sont vraiment compétents, mais après, tu les envoies en entreprise, ils ne connaissent pas deux choses. Et ces deux choses les empêchent d'avoir de l'emploi. Quelles sont ces deux choses? C'est l'informatique et l'anglais. Alors, pourquoi ne pas le corriger? Pour ne pas que tu sois victime comme ces gens-là. Il y a beaucoup qui ont raté de l'emploi à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien formés ou ils n'ont pas de bonnes notes, mais tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas les deux. Aucun poste dans l'entreprise, un poste de responsabilité, ne saurait demander ces deux compétences de base. C'est des compétences incontournables si vous voulez avoir de l'emploi. Donc, cette année, je me donne l'objectif, en plus de mes cours, bien sûr, je maîtrise l'informatique de base et l'anglais. Voilà, je donne tout mon temps à ça. La deuxième année, qu'est-ce que je veux faire? En fonction de mon métier, si par exemple, je veux être comptable, il faut que je maîtrise les outils informatiques liés à la comptabilité. Si je suis médecin, je veux être médecin, je maîtrise les outils liés à la médecine. Si je suis informaticien, la même chose. Si je veux être topographe ou designer ou web marketing, je détermine les outils nécessaires qui me permettront vraiment d'être efficace. Ces outils, parce que chaque métier, il y a ses outils. Il ne s'agit pas de faire seulement apprendre quelqu'un qui doit faire médecine, apprend Photoshop et elle apprend. Non, pas du tout. Prenez les outils informatiques. Là, il ne s'agit pas de l'informatique de base. Les outils qui sont liés à votre métier. C'est ce que vous devez apprendre. Donc, en deuxième année, vous essayez de maîtriser ça. Quand on vient en première année, vous avez déjà maîtrisé l'informatique de base et vous avez 50% d'anglais. D'accord. Là, maintenant, en deuxième année, en plus de vos cours, vous maîtrisez les outils liés à votre... Ensuite, vous pouvez aller en entreprise. Vous maîtrisez l'informatique de base. Vous maîtrisez l'anglais à 50%. Vous avez appris quelques outils liés à votre métier. Vous pouvez aller dans une entreprise, demander à ce que vous assistez une personne gratuitement. Quand vous venez, dites-lui, monsieur, écoutez, moi je vais être comptable plus tard et voilà, j'aime ce métier, j'ai déjà appris l'informatique, j'ai déjà appris, je connais un peu l'anglais, en plus, j'ai déjà appris les outils de comptabilité, les outils CES et tout ce qui s'ensuit. Je veux vous assister gratuitement. Ne payez pas mon transport, rien du tout, et ne me payez rien. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est qu'il vous donne accès afin que vous puissiez pratiquer petit à petit votre métier tout en restant en deuxième année. Vous voyez, personne ne vous refusera cela. Il va vous accepter. Vous comprenez? La troisième année, vous avez déjà maîtrisé l'informatique. Vous avez l'anglais. Vous maîtrisez les outils, quelques outils. En ce moment, vous continuez le stage en entreprise.
Prenons un étudiant de Symphonia, par exemple. Il a 2 jours de formation, même 3 jours. Hein. Il a, après 3 jours encore. Donc, il peut aller faire ses 3 jours en entreprise. Il a déjà des compétences de base qu'il a déjà développées en première année et en deuxième année. Il a déjà commencé un stage à partir de la deuxième année. Il peut continuer maintenant à faire un stage en troisième année. Un stage volontaire, gratuit, personne ne le paye. Tout ce qui l'intéresse, lui, après l'école, il est en entreprise. Maintenant, si la personne doit faire 4 ans de formation, il continue le même plan pour la licence 3. S'il doit faire 4 ans, ainsi de suite, il continue jusqu'à la fin. Il a déjà maîtrisé les outils, il a maîtrisé l'informatique, il a maîtrisé l'anglais, il ne fera que faire du stage. Et vous allez voir, généralement, c'est des personnes qui sont vraiment appréciées en entreprise. Maintenant, voyons voir le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Celui qui a suivi ce plan, qu'est-ce que ça va le donner? Si la personne a commencé par une formation professionnelle, automatiquement, en 3 ans ou plus tard, qu'est-ce que la personne aura? S'il a commencé dans une formation professionnelle, il aura d'abord 2 diplômes. Le premier en BTS et le deuxième en licence. C'est-à-dire, il a déjà fait 2 ans de formation dans une école professionnelle où il a obtenu son diplôme à la fin de sa formation de 2 ans. Et directement, puisque c'est possible, hein, à la sortie de votre formation en BTS, vous pouvez demander à vous inscrire directement à l'université en 3e année. Vous ne reprenez pas, vous continuez directement en 3e année. Et vous obtenez, en une année, vous allez obtenir votre diplôme de licence également. Donc, la personne qui a commencé par l'école professionnelle, à la sortie des 3 ans, il aura 2 diplômes en main. Un diplôme de BTS et un diplôme de licence. Ensuite, il aura minimum 2 ans d'expérience en entreprise. Il a fait le stage en première année, en deuxième année, il a fait le stage en 3e année. Donc, il a 2 ans d'expérience. Cette personne va acquérir des compétences de base pour un premier emploi. S'il a déjà fait 2 ans ou 3 ans de stage dans une entreprise en tant qu'étudiant, dès qu'il va finir, il a son diplôme, son employeur a compris qu'il a un diplôme. Dès que la personne commence à quitter, soyez sûr qu'il va vous proposer un contrat. Vous n'allez plus faire un stage. Ou si vous quittez là-bas, vous postulez ailleurs, ils vont vous prendre. Ce qui veut dire que vous avez 90% d'avoir un emploi. Pour la personne qui a pris directement une formation à l'université, cette personne aura, au bout de 3 ans ou 4 ans plus tard, il aura également un diplôme de licence. Il aura minimum 2 ans d'expérience en entreprise et il aura acquis des compétences de base pour un premier emploi. Cette personne aura pratiquement 80% d'avoir un emploi. Vous allez vous poser la question, pourquoi celui qui a fait la formation professionnelle à 90% et l'autre à 80%? Bien que la personne qui a fait l'école professionnelle a beaucoup plus de chances d'obtenir de l'emploi à travers son diplôme de BTS. C'est une porte d'entrée. Et dès que vous êtes dans l'entreprise, vous faites 1 année, 2 ans. Après, vous pouvez présenter votre diplôme de licence qui vous permettra de changer de poste, d'aller plus haut. L'entreprise vous fera beaucoup plus de confiance au lieu de recruter quelqu'un d'autre à l'extérieur. Vous êtes déjà à l'interne, vous connaissez l'entreprise et puis vous avez déjà travaillé avec eux, vous êtes familiarisé à votre poste. Là, vous présentez... Je peux poser une question? Écrivez par message, s'il vous plaît. Ok, pas de souci. Donc, les deux, voilà pourquoi là-bas, vous avez 90% et de l'autre côté, vous avez 80%. À ce niveau, voilà ce que je vous recommande. La première des choses, faire votre bilan d'orientation. Deuxième, définir votre projet d'études. Le troisième, définir un projet professionnel.
Le quatrième, mettre en place votre plan d'action. Et trouver un coach scolaire. Il y a des coachs pour les footballeurs, il y a des coachs pour plusieurs personnes. Il y a même des personnes qui trouvent des coachs pour leur amour. Alors, pourquoi pas un coach scolaire et un coach professionnel? Ça existe maintenant en Guinée. Donc, essayez de vous trouver un coach qui va vous accompagner durant votre formation. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci. J'espère que je me suis fait bien comprendre et que la connexion nous a permis de bien communiquer. Et maintenant, vos questions, on les attend directement par message et on va vous répondre. Merci à vous. Merci, M. Diallo, pour cette brillante explication sur la préparation de son emploi de la première année. J'espère que les participants ont bien écouté. Et ceux qui en ont des questions à poser, écrivez sur la discussion et on va répondre ensemble.